L'invité du 20h, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie Théoniane. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Justement, monsieur le ministre, en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé de veiller à l'amélioration continue du cadre de vie des écoles et des universités. Est-ce que vous êtes sur cette lancée? Absolument, c'est l'application des décisions du Conseil présidentiel du 14 août 2013, où le président avait pris des décisions importantes d'améliorer, comme vous le dites, les conditions sociales des étudiants. Et cette rentrée sera marquée pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au mois de novembre-décembre par la livraison de 6 bâtiments pouvant abriter 4000 étudiants. Il faut souligner que ces 4000 étudiants, rajoutés aux 1044 qui sont ceux que pour loger les 3 bâtiments inaugurés par le président de la République et aux 800 de 4 autres bâtiments qui ont été livrés, cela fera entre 2012 et 2017 5800 lits. Mais imaginez 5800 lits, c'est en 5 ans. Et de 57 à 2012, l'université de Dakar avait 4800 lits. Donc nous aurons doublé en 5 ans la capacité d'accueil. Près de 6000 lits, c'est énorme. Mais comparé à la population estudiantine, quelque part, on a l'impression que le problème va toujours demeurer. C'est un soulagement. Et je pense que c'est un effort consistant entre 50 ans, 4800 lits, et 5 ans, 5800 lits. C'est un effort important et il y a un projet qui suit, qui est un projet de partenariat public-privé pour 13 000 nouveaux lits et la réfection de ces 4800 lits et la construction de restaurants et l'amélioration du cadre de vie de l'espace social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc c'est un effort très important qui ne concerne pas d'ailleurs seulement Dakar, c'était l'objet de ma question d'ailleurs. Effectivement, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où déjà 3 pavillons avaient été livrés, aujourd'hui il y a un chantier pour 2000 lits. Et en même temps d'ailleurs, le CROUS de Saint-Louis s'est permis aux étudiants d'accéder à 1000 lits à travers les modules du FESMAN. De la même façon, à Thiès, l'université de Thiès, qui n'avait pas de résidence universitaire qui lui appartenait, l'hôtel du Rail a été aussi livré et qui constitue le premier maillon de cet espace social de cette université de Thiès. À l'école polytechnique de Thiès, nous sommes en train de construire un bâtiment pour loger 180 étudiants. Et des bâtiments aussi ont été livrés au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey et de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Alors, monsieur le ministre, on va parler un peu de pédagogie. À quand le retour en calendrier uniforme pour l'année académique? Nous sommes sur la bonne voie. Et c'est l'occasion d'ailleurs de saluer l'effort constant des enseignants-chercheurs et des chercheurs au niveau des différentes universités et qui nous ont permis
après la rentrée de 2012-2013, vous savez que cette année 2011-2012 a été une année extrêmement difficile, puisque avec près de 4 mois de grève, enseignants, étudiants, qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Université de Dakar, on est presque à une situation normale. Déjà, plusieurs facultés sont aujourd'hui au niveau d'une situation de rattrapage. Au mois d'octobre-novembre, ces facultés auront terminé l'ensemble de leurs enseignements et les examens. Est-ce que se situe réellement le problème? Non, le problème, c'est un retard naturel. Quand vous avez eu une année, 4 mois de grève, évidemment, il faut les rattraper. Et c'est des années glissantes. Et le rattrapage n'est possible que parce que les enseignants font un effort. Je peux donner la faculté de lettres, la faculté de sciences et techniques, et tout récemment, d'ailleurs, un effort énorme fait par les enseignants de la faculté de sciences juridiques et politiques qui ont quasiment accepté de doubler leur charge horaire pour permettre à cette faculté de revenir à la normale. Mais j'aurais pu citer d'autres UFR de Bambey, de Thiès, de Saint-Louis ou de Ziguinchor. Donc c'est un effort aujourd'hui que les enseignants font et que je salue et que j'encourage, et qui est un effort, je pense, pour la jeunesse de ce pays. Donc c'est sur la bonne voie. Absolument. Voilà. Le nombre d'étudiants, si je ne me trompe, cette année a augmenté. Quel est le point sur des inscriptions sur la plateforme campus.sn actuellement? Alors, nous avons eu cette année 45 000 bacheliers. Il faut souligner que c'est 10 000 bacheliers de moins que par rapport à l'année dernière. Et nous avons eu 95% de ces bacheliers qui sont inscrits sur la plateforme Campus.sn. Et on a eu quasiment 91% qui ont achevé l'ensemble des procédures d'inscription. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière phase, qui est la phase où les listes avec les notes sont envoyées au niveau des facultés et UFR pour qu'elles puissent établir le classement. Et à l'issue de cela, évidemment, la plateforme va publier les orientations que nous attendons d'un moment à l'autre. Donc c'est imminent. C'est quasiment imminent. Et ça va être aussi c'est un des objectifs d'ailleurs de la commission de suivi, qui est que nous puissions terminer les inscriptions pour tous les bacheliers quasiment fin septembre, fin octobre. Et je pense que cette année, nous ne serons pas très loin de cet objectif. Et certainement, il y aura encore ce surplus qui sera envoyé dans les privés. Effectivement, puisque c'est un choix aussi du président de la République, M. Macky Sall, qui est que chaque bachelier sénégalais qui s'inscrit sur Campus.sn sera orienté. Nous orientons d'abord dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Les bacheliers qui restent sont orientés dans les filières du privé reconnues par le CAMES ou l'autorité nationale d'assurance qualité. Et ce process aussi, nous allons l'accélérer puisque traditionnellement, ces orientations se terminaient au mois de janvier-février. Cette année, nous nous sommes organisés pour que ce processus se termine au mois de novembre. Justement, après 3 à 4 ans d'expérience, quelle appréciation faites-vous donc de ces étudiants qui sont orientés dans les privés? Est-ce que vraiment les attentes se sont avérées? Je pense que c'est un résultat positif. D'abord au niveau des étudiants eux-mêmes, puisque vous le savez, au départ, les étudiants étaient très méfiants de l'orientation dans le privé. Eux-mêmes, ils faisaient des demandes fortes d'être réorientés dans le public. Depuis, ce que nous voyons, c'est plutôt les étudiants qui souhaitent de plus en plus être orientés dans le privé. Cela est dû essentiellement au fait que le privé a une continuité d'enseignement qui est un peu plus difficile au niveau du public. La deuxième chose aussi, le privé avait un grand défaut, qui était que c'était plutôt des filières du tertiaire. Et aujourd'hui, il y a un effort dans beaucoup d'établissements privés de s'orienter vers des formations professionnelles et surtout
vers les formations STEM, sciences techniques, sciences de l'ingénieur et les mathématiques, chose à laquelle d'ailleurs nous les encourageons. Donc, nous avons les premiers licenciés, sans doute cette année on aura les premiers masters, et avec la validation de l'ANAC et la reconnaissance par la fonction publique, les grands examens nationaux vont être désormais ouverts à tous les diplômés du Sénégal. C'est en fait un système intégré d'enseignement supérieur au niveau du Sénégal qui est en train de se construire sous nos yeux. Voilà, il y a quand même des manquements, monsieur le ministre. On pense à l'université virtuelle du Sahel, où souvent on entend les étudiants en train de se plaindre. L'université virtuelle, c'est la principale innovation de l'enseignement supérieur. J'aime le dire et je défends cette idée. Et je pense que de plus en plus, les étudiantes et étudiants de l'UVS pensent comme moi. Eux-mêmes se reconnaissent comme étant des étudiants de l'UVS. Et pour eux, rien au monde, ils souhaiteraient aller dans les universités physiques parce qu'ils voient les opportunités que leur offre l'enseignement à distance. Et si vous remarquez d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de mouvements au niveau de l'UVS. Le seul mouvement qu'on a eu, c'est un mouvement il y a quelques semaines lorsqu'il y a eu un problème technique sur les notes au niveau de l'UVS et qui a été résolu dans la transparence. Mais l'UVS cette année va recevoir ces espaces numériques ouverts, cet instrument extraordinaire qui va permettre dans chaque département du Sénégal d'avoir cet espace avec un amphithéâtre, avec 2 salles de 100 ordinateurs connectés, une salle visioconférence, une salle télémédecine, tout cela avec des espaces de visioconférence. Et ceci va donner un nouveau cadre de formation pour ces étudiants, mais aussi pour les communautés. L'UVS, c'est l'université du futur. Et je suis convaincu que le numérique, c'est l'avenir de l'enseignement supérieur. Voilà, monsieur le ministre, certainement on va vous interpeller sur cette question, les fraudes sur le baccalauréat. Il y a eu des enquêtes. Dites-nous actuellement, où est-ce que vous en êtes, puisque ça fait 3 mois qu'on n'en entend plus parler? Est-ce que les choses se sont tues Non, les choses ne sont pas tues, puisque nous sommes dans un pays qui est un état de droit. Lorsque la justice s'empare d'une question, évidemment, le rôle de l'exécutif, c'est de laisser la justice faire son travail. Et la justice est en train de faire son travail avec le temps de la justice. Par contre, au niveau administratif, un important travail est fait et nous allons avoir, à la fin de ce mois d'octobre, un atelier qui va réunir l'ensemble des acteurs du baccalauréat sur 2 questions. La première question, ce sont les modalités concertées de sécurisation des épreuves du baccalauréat et de l'examen du baccalauréat en général. Le deuxième aspect, c'est une question que nous avons anticipée d'ailleurs, puisque c'est une des directives, des décisions du Conseil présidentiel de l'enseignement supérieur, qui est la création d'un office national du baccalauréat. Le baccalauréat, nous sommes héritiers de la France, lorsque l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est une université française et que ce bac est adossé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais le Sénégal a évolué depuis. Aujourd'hui, nous avons 6 universités qui fonctionnent et 2 créées qui vont fonctionner en 2018-19. Et le baccalauréat, n'oubliez pas, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. D'autres pays ont fait cette réforme. J'ai envoyé au mois d'avril une mission constituée du secrétaire général, un membre de la cellule juridique et du directeur de l'office du bac au Bénin et au Tchad pour voir quelle est la réforme institutionnelle que ce pays ont fait. Donc on peut s'attendre à ce que l'office du bac soit restructuré. Absolument, l'office du bac devra être restructuré pour s'adapter à la nouvelle carte universitaire et en même temps le processus lié à l'examen du bac, lui aussi sera examiné. Et ultérieurement, il va y avoir évidemment la question qui est la plus difficile, c'est quel baccalauréat pour le Sénégal?
Et c'est une question plus large puisque concernant l'éducation nationale, la formation professionnelle et technique, l'enseignement supérieur, mais concernant même toute la société sénégalaise, les entreprises, toute la société socio-économique, toute la société civile, il faudra que nous réfléchissions quels sont les bacs dont nous avons besoin pour construire ces compétences, ces élites dont notre société a besoin pour construire son émergence économique. Donc cette année, la crédibilité du baccalauréat sénégalais n'a pas été entachée? Non, elle n'a pas été entachée, d'autant plus que ce type de fraude n'est pas une chose exceptionnelle. J'ai eu à aller sur Internet quand il y a eu ces fraudes et à regarder. Nous avons un grand pays qui a eu une trentaine de fuites au bac. Nous avons un autre pays qui est en Afrique qui a eu le même nombre de fuites avec les mêmes procédures. Et nous n'avons pas eu sans doute les mêmes types de réactions, puisque le Sénégal a saisi la justice et les coupables ont été pris. Et il appartient à la justice, en tout cas, de voir s'ils sont coupables ou pas et de voir quelles sanctions leur donner. Et s'il y a des sanctions par la justice, évidemment, l'administration aussi appliquera des sanctions. Voilà, avant de finir, Monsieur le ministre, la retraite sociale, principale revendication du SAES, vous avez rencontré le syndicat, est-ce que vous êtes tombé d'accord? Alors, il y a deux choses. Nous, le Premier ministre, avant les élections, avait rencontré le bureau national du SAES et avait mis en place un comité technique dirigé par le ministre du Budget, et comprenant le SAES et les représentants des différents ministères concernés. Cette commission technique a travaillé et le ministre du Budget a finalisé les conclusions qui seront soumises au Premier ministre pour qu'il puisse prendre sa décision. Nous-mêmes, nous avons rencontré le SAES dans les rencontres de préparation de la rentrée. Nous avons eu une longue discussion autour de la question de la retraite. Nous avons même reçu le cabinet qui travaille sur cette question pour présenter un modèle qui soit un modèle crédible, fiable et un modèle durable sur la question de la retraite. Et je pense qu'il y a de fortes possibilités d'entente et d'arriver à une solution qui convienne à l'État et qui convienne au SAES. Et ceci, c'est évidemment dans l'intérêt de notre enseignement supérieur qui a besoin de stabilité. Et si j'ai rencontré le SAES aussi, dans les jours à venir, je vais rencontrer les autres syndicats, le Sud-Est, je vais rencontrer les syndicats un à un du personnel administratif, technique et de service. Je vais rencontrer l'ensemble des amicales de facultés d'écoles de l'UCAD et les coordinations d'amicales ou de délégués des universités de Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Bambey, l'école polytechnique de Thiès, les parents d'élèves et d'étudiants, et ensuite les trois collectifs qui gèrent un peu les intérêts des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est un long marathon social que nous commençons. En tout cas, pour cette nouvelle année, les menaces de perturbation sont réelles. Êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste parce que je pense que nos partenaires sociaux sont très responsables. Je pense aussi que les étudiants comprennent de plus en plus que leur mission principale à l'université, c'est d'étudier. Et le gouvernement aussi a fait beaucoup d'efforts. Et je pense que la conjugaison des intentions des uns et des autres fera que nous arriverons à des solutions qui nous permettront d'avoir une année stable. Et ça, c'est au bénéfice de la jeunesse de ce pays. Alors, monsieur le ministre, avant de vous lâcher, vous en avez parlé au début de l'entretien. 2 ans après le lancement des travaux d'extension et de réhabilitation, les universités, par le président, on tarde à voir les réceptions. Vous avez annoncé ce qu'on va avoir à l'UCAD à la rentrée. Mais où se trouvent exactement les blocages? Bien, où se trouvaient les blocages? Alors déjà, pour l'UCAD, il faut dire tout de suite
les travaux lancés par le président Macky Sall, une grande partie est livrée. Par exemple, toute la réhabilitation des amphithéâtres est faite. Il ne reste que 2 amphis, l'amphi A et B, et l'Agence de construction bâtiments et édifices publics nous promet leur livraison au mois de novembre. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, les extensions sont terminées et la réception est prévue le 30 septembre. L'université Alioune Diop de Bambey, l'extension est terminée et la réception est prévue au mois d'octobre. L'ISEP de Thiès, la réception est prévue au mois de décembre. L'université de Thiès elle-même, nous pensons qu'avant la fin du premier semestre 2017-2018, les travaux seront réceptionnés, ainsi de suite. Ah, maintenant, n'empêche, il y a des endroits où nous avons des blocages, particulièrement sur les travaux d'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est pourquoi d'ailleurs, j'organise une visite de chantier la semaine prochaine, du 5 au 7. Je serai dans la région naturelle de Casamance, où je serai dans la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou et de Kolda, pour m'enquérir de l'état d'avancement des chantiers et des mesures à prendre. À la fin du mois d'octobre, je serai au niveau de la région nord de Géoul, Saint-Louis, Podor, Matam, et je reviendrai sur Diourbel et Bambey, et ainsi de suite. Nous avons mis en place une cellule de suivi qui est indépendante des structures qui construisent, pour qu'on puisse, cette année 2017-2018 sera pour nous l'année des inaugurations. Et justement, on vous a beaucoup entendu interpeller certaines entreprises qui ont contracté avec l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, comme c'est le cas à Ziguinchor. Dites-nous, y a-t-il un problème avec cette agence? En tout cas, nous avons à la fois des raisons d'être satisfaits et parfois aussi des raisons d'être en colère. Des raisons d'être satisfaits. Cette semaine, l'agence a livré à Ziguinchor un bâtiment pédagogique et la cité des enseignants. Mais une raison d'être en colère, nous ne pouvons pas comprendre que les travaux d'extension de l'université de Ziguinchor, qui est le chantier le moins compliqué des 4 chantiers d'extension, ne puissent pas être livrés comme le sont les chantiers de Bambey et les chantiers de Saint-Louis. Nous exprimons, comme il se doit, dans la transparence. Quand nous sommes contents, nous le disons, puisque ces chantiers de Saint-Louis et Bambey, c'est aussi l'agence qui nous les livre. Donc nous sommes contents de ça. Mais nous ne sommes pas contents du tout, à la fois du management de ce chantier de Ziguinchor, mais aussi de l'entreprise, qui est l'entreprise qui réalise ce chantier. J'espère qu'elle va se corriger et qu'elle va nous livrer le chantier avant décembre prochain. Sinon, mais nous allons prendre les mesures radicales à ce niveau. voilà. Merci, monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.